mais on avait réussi à imposer le fait qu'il y ait un travail d'évaluation statistique du nombre de faux documents qui étaient dans ce registre, enfin dans ce fichier Sandia, et donc du nombre de numéros de sécurité sociale, numéros d'identification au répertoire attribués sur la base de faux documents. Alors c'est un travail qui a été fait de manière très sérieuse, qui a été fait à la fois par les gens de la police de l'air et des frontières et par les gens de l'assurance vieillesse et les gens de la DLNF. Et donc, c'est un rapport d'étude. Si vous ne l'avez pas en copie, je vous en laisserai évidemment une copie. Voilà, si vous voulez, j'ai lu dans le document, dans le rapport de M. Van Leeuwenbergh, que tout ça n'était pas sourcé, qu'il n'y avait pas d'études sérieuses, etc. Voilà, je vous laisserai les 21 pages de conclusion de l'étude. Et cette étude a conclu de manière très claire qu'on avait un taux de faux documents, de fraude documentaire de 10,4% sur un stock de 17 600 000 dossiers. Et surtout, comme il y avait ce problème des photocopies, nous avons préparé un décret en Conseil d'État modificatif qui prévoyait qu'une personne qui était de nationalité étrangère, pour s'immatriculer, devait présenter un original, un document d'identité original, et pas simplement des photocopies, etc. Bon. Là-dessus, vous savez comment ça se passe, quand vous faites un décret en Conseil d'État, vous préparez un texte, vous le négociez à l'interministériel, et puis après vous l'envoyez au Conseil d'État, mais avant vous avez fait un rapport au Premier ministre. Alors là c'est pareil, c'est pour M. Van Leeuwenbergh, je le lui dédicace, puisqu'il paraît qu'il n'y avait rien du tout dans cette affaire-là. Ça je vous le laisserai, c'est le rapport au Premier ministre à l'époque. Où on dit qu'une évaluation du taux de fraude documentaire sur le stock Sandia a été réalisée conjointement par la CNAV et par la DCPAF en octobre 2011, portant sur un échantillon de 2100 dossiers. Elle fait ressortir un taux de fraude documentaire estimé à 10,4%. Voilà. Donc c'est pas Charles Prats qui l'a inventé, ou alors on fait des tas de trucs, mais quand même à l'époque on a même fait un rapport au Premier ministre là-dessus, pour justifier d'un décret en Conseil d'État qui est passé en Conseil d'État à la section sociale le 9 mai 2012. Donc je vous invite, alors après en fait le Conseil d'État, le décret a été enterré, il y a eu l'alternance et puis le décret il n'est jamais paru. Mais tout ça est quand même passé dans les tuyaux, donc je vous invite peut-être, si vous voulez avoir plus d'éléments, à faire ressortir les archives des réunions interministérielles de l'époque, parce que ça a dû être bleu, donc on doit avoir le bleu quelque part, et puis les archives de l'ARIM qui a traité de ça, et puis aussi de demander au Conseil d'État qui ressorte les archives de la séance du 9 mai 2012, de la section administrative, de la section sociale, pour savoir un peu pourquoi, comment, de quoi on parlait, etc. Ça peut être intéressant, et je suis sûr d'ailleurs que ça participerait à l'édification de votre collègue sénateur Jean-Marie Van Leeuwenbergh. Il ne les a jamais demandés. Il pouvait le faire lui-même, je crois qu'il ne les a jamais demandés. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, on arrive fin 2018, et là, Nathalie Goulet, sénatrice, qui est rapporteure spéciale de la Commission des Finances, décide d'utiliser ses pouvoirs de rapporteur spécial, qui sont les mêmes pouvoirs qu'une commission d'enquête en permanence chaque année, pour, m'interroger, deux, que je lui donne mes documents de service, que moi j'avais jamais mis dans la nature. Les documents publics, oui, mais le rapport Sandia, le rapport CNAV, le rapport des réunions de cabinet ministériel, etc., moi je les avais jamais bazardés nulle part. C'est des documents couverts par c'est pas le secret professionnel, mais par la discrétion professionnelle, donc j'en parlais pas. 2018. Donc moi elle va m'auditionner. Elle va auditionner, si je me rappelle bien, le patron de la CNAV. Et le patron de la CNAV va plus ou moins pas répondre. Et à un moment donné, ces investigations vont être bloquées. Et c'est M. Van Leeuwenbergh, rapporteur général du budget de la Sécurité sociale au Sénat, qui va dire « je reprends à mon compte les investigations ». Donc Mme Goulet va me présenter M. Van Leeuwenbergh, que je vais rencontrer en dehors de sa mission. Et je vais lui donner les mêmes documents. Il est rapporteur du budget de la Sécu, je lui donne exactement les mêmes documents. Ça se fait à la buvette du Sénat. Nous sommes tous les trois, et je lui donne tous les rapports. Les rapports de la CNAV, les rapports de la DLNF, etc. Il les regarde avec moi, et là je le vois blêmir. Il dit « oh ouais, quand même, mince, c'est vrai, c'est pas des conneries, c'est l'INSEE, c'est la CNAV, merde, c'est sérieux, quoi. » Je dis « ben oui, bien sûr, c'est des notes de cabinet de Bercy, etc. » Donc il voit les choses, il les voit. Et après, il va mener sa mission, il va me convoquer, je crois que c'est au mois de mars, si je ne m'abuse, et donc je vais lui expliquer tout ça. Je vais dire, voilà comment j'ai estimé, coût moyen, et puis je lui dis, voilà ce que vous devriez faire si vous voulez effectivement aller jusqu'au bout de l'évaluation financière. On reprend les 133 cas de fraude ou les 124 cas de fraude de 2011. Dans les archives, il doit y avoir les NIR qui sont là, les numéros de sécu. Et puis vous demandez au RNCPS, on sort le montant des prestations de ces personnes-là. Et puis derrière, on en fait un montant moyen de prestations par personne qui était considérée comme frauduleuse, on multiplie par 1 800 000, et on a une évaluation beaucoup plus fine que les 14 milliards d'euros, que d'ailleurs on serait peut-être plus que 14 milliards d'euros. Ah oui. Et puis,
tel sera, je ne vois rien venir. Et si je vois arriver au mois de juin, enfin je vois déjà des communications dans la presse du sénateur Van Leeuwenbergh assez peu amène à mon endroit. En gros, une traite de menteur, hein, on va appeler un chat un chat. Moi aussi, je suis un suppôt du fascisme, etc. Et puis, au mois de juin, va sortir son rapport, le 5 juin. Enfin, il sort en 2 temps d'ailleurs, son rapport. Il est daté du 5 juin, mais en réalité, il ne va pas être du 5 juin. Voilà, ça permet de répondre à vos questions. Et donc, sur ce rapport, il va y en avoir 2 versions en réalité du rapport. Une version, vous voyez, rapport provisoire, qui était sur Internet, et puis après vous allez avoir une version rapport définitif. Toujours intéressant de comparer les rapports provisoires et les rapports définitifs et de se demander pourquoi il y a eu une modification entre les deux. Dans le rapport provisoire, il était marqué qu'il y a eu des contrôleurs, machin, etc., des contrôles. Ils ont refait un échantillon sur Sandia, sur les numéros de sécurité attribués à l'étranger, et il y a une petite note de bas de page qui a dû être rédigée par M. Bonnet, je crois, qui dit soit 56,4% du stock, ce qui est en soi une donnée intéressante. Et on était sur un stock de 21,1 millions de dossiers. Et donc là, ce rapport sort le 5 juin. Donc immédiatement, je fais 2-3 tweets en disant mais c'est super, on a enfin cette fameuse information. Ah oui, parce que j'avais oublié de vous dire que Mme Goulet et d'autres parlementaires avaient posé à 6 ou 7 reprises des questions écrites au gouvernement pour savoir combien il y avait de ce qu'on appelle de NIR actifs, c'est-à-dire combien de gens qui touchent des prestations sociales dans le pays, pour faire un contrôle de cohérence assez classique entre le nombre de gens qui existent et le nombre de gens qui touchent. Voilà, n'importe quel auditeur a fait ça. J'ose espérer d'ailleurs que la Cour des comptes le fait peut-être, je ne sais pas. Et donc là, suite à cette information, le 5 juin, le soir même, je donne une interview au Figaro. Et puis voilà, j'explique, c'est une des questions que vous m'aviez fait passer, que 56,4% des 21 17 718 NIR du stock auraient perçu des prestations sociales, c'est ce qui était écrit dans la version provisoire du rapport. Donc on fait le calcul, hein. Moi je suis assez règle de 3, vous savez. Et donc ça fait 11,85 millions de NIR. Alors à l'époque je me dis, oula, ça fait du monde ça. Donc je vais voir l'INSEE. Et à l'INSEE, il y en avait 7,9 millions des gens nés à l'étranger. Voilà, alors vous savez, chez moi en Haute-Savoie, l'argent on le jette par les fenêtres, mais en général c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Et là on pouvait se dire que c'était plutôt l'inverse. Donc c'est un peu embêtant, parce que même si vous rajoutiez les retraités qui vivent à l'étranger, qui sont nés à l'étranger, qui vivent à l'étranger, qui sont repartis par exemple vivre dans leur pays d'origine, vous rajoutez dans Sandia les gens qui relevaient à l'époque du Sandia, c'est-à-dire de la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ça nous laissait quand même un petit trou de 2,35 millions. Voilà, de personnes qui touchaient des prestations, si on suivait l'évaluation du rapport, alors qu'ils n'existaient pas. Voilà, donc j'ai dit, on a un vrai sujet qui est même au-delà du 1,8 million. Alors ça, c'était le 5 juin. Et aux surprises, sur Internet, j'ai vu que le rapport a été modifié dans la foulée. C'est-à-dire que quand à l'audition, M. Van Leeuwenbergh vous a dit l'autre jour avec son conseiller du Sénat, ah ouais, c'est moi qui ai fait, on était en fin de processus, je fais une note de bas de page comme ça, mais en fait, c'était pas vraiment ça, c'était pas utile, c'était malheureux. Je crois qu'il vous a dit que c'était une initiative malheureuse. Ah bah ouais, elle était malheureuse. L'initiative, c'est parce qu'il y a eu un article de presse qui tirait les conclusions et les conséquences de ce qu'ils avaient publié et qui montrait qu'ils avaient juste mis la lumière sur 2,5 millions pratiquement de numéros frauduleux, quoi. C'est des gens qui n'existent pas et qui touchaient des prestations. Et donc là, ça s'est transformé en 56,4% des stocks, qui est en soi une donnée intéressante. L'échantillonnage ayant été réalisé à partir d'une requête se limitant aux assurés nés à l'étranger non enregistrés comme décédés. Alors là, arrive un 17 millions d'eux qu'on voyait nulle part ailleurs. Sur une extrapolation de ce pourcentage à l'ensemble du stock de Sandia laisse supposer un nombre de dossiers aux prestations de l'ordre de 9,7 millions. À titre de comparaison, sur les dernières données d'Eurostat, il y en a 8,177 au 1er janvier 2018. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ont écrit un truc qui les met dedans et qui démontre que leur rapport il est bidon, parce que leur rapport il est bidon. J'enfonce une porte ouverte. Et là, ils disent mince, comment on va faire? Donc on va prendre 17,2 fois 56,2, alors on fait une cote mal taillée, ça fait 9,7. Mais si vous voulez, c'est toujours pareil. Moi, je rigolais quand j'étais juge d'instruction, parce que les gens, ils font toujours ça quand vous les avez pris un peu la main dans le sac. Ils vont continuer à raconter des trucs, et puis il suffit de les laisser venir, et ils s'en faire tout seuls. Et là, c'était très drôle. C'est qu'ils écrivent 9,7, de l'autre côté 8 millions d'eux, et eux-mêmes ne se rendent même pas compte que là, ils ont un gap de 1,5 million, et ils ne l'expliquent pas.
Et l'autre jour, j'ai regardé avec gourmandise l'audition, hein, et j'ai vu que vous lui avez posé la question au sénateur, qui très courageusement a fait porter le chapeau à M. Bonnet. Et surtout, c'est pas moi qui ai fait la note de bas de page, c'est l'autre. Et l'autre qui rire nerveux, ouais, incapable d'expliquer. Le type, il a tellement fait le rapport qu'il est incapable de se dire, ouais, comment je vais expliquer ça? Alors que vous, vos administrateurs, quand ils m'ont envoyé la question, ils l'ont fait, ce calcul. Ouais, mais en fait, ça ne ferait qu'un gap de 200 000 si on compte les retraités à l'étranger, les gens de Polynésie, etc. Et vous l'avez vu, vous avez la vidéo, tout le monde peut le regarder. Le conseiller qui a soi-disant rédigé la note de bas de page, le mec, il a tellement pas rédigé qu'il n'a même pas ce réflexe-là. C'est-à-dire qu'il n'est même pas capable d'expliquer le travail qu'il n'a pas fait, en l'espèce. Et d'ailleurs, le sénateur le dit, oui, mais c'est pas nous, on nous a donné des taux. Et derrière, il vient reprendre la parole en disant, oui, mais en fait, on est parti sur 11 millions et quelques. Alors, ouais, mais alors 11 millions, sur 21 millions et quelques, sur l'ensemble du stock. Mais ouais, mais 56% de 21 millions, ça fait 11,85. Et donc là, enfin, c'est une scène surréaliste où vous voyez que le sénateur Van Leeuwenbergh, lui-même, il se remet dedans encore. Parce qu'il est incapable de savoir, d'expliquer son propre rapport. Il est incapable de le défendre. À tel point que moi, comme il me mettait en cause nommément dans ce rapport, à plusieurs reprises, je lui ai proposé des débats publics. On en débat publiquement. Il y avait une radio qui avait proposé de le faire. Il a toujours refusé. Il s'est dégonflé. Il a jamais voulu discuter de manière contradictoire de son rapport. On comprend pourquoi. Et donc, derrière, quand vous regardez, mais voilà, parce que vous me demandiez ce que je pensais de ce rapport, j'en pense un peu la même chose, par exemple, que votre collègue sénateur, M. Savary, je crois qu'il est président du Conseil général ou qu'il l'a été, qui pose la question dans la discussion sur le rapport Van Leeuwenbergh, quelle est la part du RSA, quelle est la part de la H, etc. Et là, M. Van Leeuwenbergh lui dit sur l'évaluation financière, le RSA, c'était 2447 € sur les montants frauduleux et la H, 4956. Et il ne se rend même pas compte qu'il vous donne un montant de RSA qui est très inférieur au montant en plancher du RSA sur un an, quoi, sur une évaluation annuelle. Et donc là, M. Savary dit c'est impossible, ça paraît impossible, parce que lui, il est président du Conseil général où il l'a été, il sait combien ça coûte, une AH et un RSA. Et tout était à l'avenant. C'était voilà. Et derrière, vous me demandez ce que j'en pense. Et quand je lis que M. Van Leeuwenbergh explique qu'il faudra également éviter toute interprétation abusive de notre rapport, et qu'il dit « J'insisterai sur le fait que des tribunes de presse ou des journalistes, par exemple M. Charles Prats, pourtant ancien magistrat, je ne suis pas encore à la retraite, ont diffusé des chiffres faux établis sur une base insuffisamment documentée, et ce sans aucune vérification. De tels procédés sont inacceptables. » Moi je veux bien, mais 4 rapports de Bercy, un rapport au Premier ministre, les réunions interministérielles, le passage au Conseil d'État, tout le travail qui a été fait par tous les fonctionnaires pendant toutes ces années, moi j'appelle pas ça une base insuffisamment documentée, et ce sans aucune vérification. En revanche, le rapport de M. Van Leeuwenbergh, qu'il soit insuffisamment documenté et qu'il n'ait procédé à aucune vérification, ça oui. Et je vous en donne un seul exemple. Parce que le document, moi je lui ai donné. Voilà. Réunion de conclusion au cabinet, à l'époque, au ministère du Budget. Il y avait tout un tas de personnes qui étaient là. Donc je vous ai dit, M. Berck, Chemla, Delachery, Esto, Joubert, Louvio, Parlos, Renaud de Lamotte, Rubler. Vous regardez la liste des personnes entendues dans le rapport Van Leeuwenbergh. Jean-Marie Van Leeuwenbergh s'est bien gardé d'entendre aucun des fonctionnaires qui ont travaillé sur le dossier à l'époque. Je dis bien aucun. C'est-à-dire qu'aucun des fonctionnaires qui étaient là, qui ont participé à ces réunions, aucune des personnes qui ont fait l'étude, n'a été entendue par Jean-Marie Van Leeuwenbergh. Aucune. C'est-à-dire qu'il vous a fait un rapport pour vous dire il n'y a pas de fraude, en se gardant d'entendre toutes les personnes qui avaient travaillé sur le sujet. Et aucun journaliste n'a relevé ça. Voilà. On s'est retrouvé avec une espèce de presse qui n'a pas fait son boulot, qui a pris pour argent comptant ce que lui racontait le rapporteur, parce que ça intéressait aussi la direction de la sécurité sociale de se baser sur ce qu'avait fait le rapporteur, peut-être parce qu'il travaillait directement avec leur service et que finalement il se contentait de mettre sa signature sur un travail qui avait été fait pour son compte, alors qu'en même temps vous aviez une mission qui avait été confiée à votre collègue Carole Grandjean et à Nathalie Goulet par le président. Quoi qu'il en soit, le rapport Goulet-Grandjean, moi je vous y renvoie, mais vous savez, sur les contributions, parce que vous en avez une très intéressante sur ce qui nous intéresse, là, les taux de fraude, le rapport Van Leeuwenbergh, parce que c'est une contribution qui date je crois, de l'été 2019. C'est le ministère de l'Intérieur, un dénommé Monsieur Galland, alors je ne le connais pas, mais bon, à la mission délivrant sécuriser des titres. Alors, il fait référence à un rapport, je pense qu'il serait intéressant pour vous de vous procurer, qui est un rapport de l'inspection générale de l'administration de février 2019, sur la fraude documentaire à l'identité.
Et donc il dit, source, synthèse IGA, rapport février 2019, 3 évaluations ont été réalisées par les organismes sociaux avec le concours de la DCPAP sur le taux de faux documents produits dans des dossiers ayant abouti à l'immatriculation, évalué à environ 10% des dossiers. Cette fraude a été évaluée ensuite à 5,44 en 2013, 3,5 en 2018. Ce résultat ne tient pas compte du volume des dossiers rejetés préalablement à l'immatriculation sur la base d'une suspicion de fraude aux documents d'identité. Taux de rejet évalué en 2013, 12,5%. Donc ça, c'est un document de 2019 du ministère de l'Intérieur. Alors peut-être que M. Van Leeuwenbergh ne l'a pas eu, mais enfin ça ne dit pas tout à fait la même chose que le rapport Van Leeuwenbergh qui nous explique que la fraude c'est 0,7%. Voilà. Et 100 millions qui se battent en duel. Et j'ai cru comprendre même qu'il avait répété que, d'ailleurs maintenant qu'on était au mois de février-mars, ce sera encore moins. Parce que vous savez, les faux documents deviennent de moins en moins faux. Mais deux choses. On revient sur Van Leeuwenbergh. Et on revient sur tout ce que j'ai vu comme débat sur la fiabilité de l'échantillon de Van Leeuwenbergh et des échantillons. L'échantillon de Van Leeuwenbergh, il vous dit, moi, mon échantillon, ça permet d'extrapoler qu'il y a 9,7 millions de personnes qui touchent. Bah non, ton échantillon, il n'est pas bon, parce qu'en fait, il y en a 12,4 millions qui touchent. Donc si son échantillon, il était représentatif, il n'aurait pas un écart de 28%. Donc ça vous démontre que l'échantillon qu'a utilisé le rapport Van Leeuwenbergh, il est totalement bidon. Parce qu'il est totalement en écart. Et puis pas que d'un peu, il y a 2,7 millions d'individus en écart par rapport à la réalité. Donc il est représentatif de rien du tout, son échantillon. Donc là, ça veut dire quoi, si son échantillon n'est pas représentatif? Ça veut dire qu'il a été construit pour ne pas l'être. Et donc posez-vous la question de comment cet échantillon dont il vous parle dans le rapport a été construit, et est-ce qu'il n'a pas été construit pour ne pas être représentatif? Parce que de toute manière, on démontre qu'il ne l'est pas. Et là, avec un tel écart, c'est pas les statisticiens, les gars de l'INSEE, ils vont pas se planter comme ça. Donc il y a une vraie question, c'est quid. Et puis après, quand M. Van Leeuwenbergh vous dit que le taux de fraude c'est 0,7%, ça veut dire que c'est quoi? C'est 150 000 dossiers, en gros. Moi je sais pas, je lui poserais bien la question, mais pas qu'à lui d'ailleurs, à la direction de la sécurité sociale, au ministre de la Santé, au gouvernement, à plein de gens. Mais c'est qui les 2,5 millions minimum de gens qui sont là et qui touchent des prestations sociales dans notre pays? C'est qui? Si c'est pas de la fraude, c'est qui? Ils sortent d'où, quoi? Et ce qui veut dire que derrière, vous pouvez faire un autre travail, c'est faire la même chose, pas simplement sur l'INIRSANDIA. Parce qu'on a vu ce que c'était sur